Dimanche 17 septembre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce jour, page politique, l'impression des bulletins uniques qui seront utilisés lors du premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar se déroule comme il se doit en Afrique du Sud, a annoncé aujourd'hui la CENI. Par conséquent, les informations qui circulent selon lesquelles l'impression de ces bulletins uniques s'est arrêtée est fausse. La CENI a également annoncé que l'impression officielle des bulletins n'est disponible qu'en Afrique du Sud uniquement. Ces bulletins comportent de nombreux éléments de sécurité afin que personne ne puisse les falsifier. C'est Sylvain sur les images de Nzar Ndjiantse. Jusqu'à aujourd'hui, 1 million de bulletins uniques ont été imprimés en Afrique du Sud. L'impression se poursuit chaque jour, selon la Commission électorale nationale indépendante, ou CENI. Ainsi, il est certain que le peuple malagasy aura la possibilité d'exprimer son choix au premier tour de l'élection présidentielle, le 9 novembre prochain, à travers ces bulletins uniques. L'impression de ces bulletins de vote uniques destinés à être utilisés lors de l'élection présidentielle à Madagascar n'est disponible qu'en Afrique du Sud uniquement, selon les informations. Plusieurs éléments permettent de distinguer le bulletin unique officiel à utiliser. De plus, chaque billet aura un numéro de série. Selon le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, plus de 11 millions de bulletins uniques seront à imprimer en Afrique du Sud. La CENI exhorte la population à ne pas se laisser influencer par ces fausses informations concernant l'élection. Dans un autre sujet, la demande du marché intérieur en produits biologiques transformés ne cesse d'augmenter. Selon les enquêtes réalisées lors de la clôture de la foire d'Annalmank, aujourd'hui, les ingrédients de base fournis par les agriculteurs ne suffisent pas la plupart du temps. Selon les explications d'un entrepreneur œuvrant dans la transformation de sauces que nos journalistes ont interrogé, ce n'est pas nécessairement une grande entreprise qui fait le travail de recyclage ou de transformation, ont déclaré ces entrepreneurs, mais beaucoup d'entre eux ont commencé avec des casseroles et des poêles. Les détails avec Sylvain sur les images de Nzar Ndjiantse. Non seulement le tamarin, mais de nombreuses variétés de fruits et légumes sont déjà transformés en sauce par cet entrepreneur, comme la betterave et le gingembre. Selon ses explications, elle a commencé ce genre d'activité en 2014 avec seulement des casseroles, des poêles et un thermomètre. Son entreprise s'est développée progressivement par la suite. La consommation de produits alimentaires transformés à Madagascar a commencé à augmenter lors de la période de confinement en 2020, selon les informations. La plupart des produits transformés à Madagascar peuvent désormais rivaliser au niveau du marché international. De plus, ils répondent à toutes les qualités et normes exigées par le marché international. Le nombre d'entrepreneurs œuvrant dans la transformation des produits biologiques augmente également depuis ces dernières années, selon les informations. Le plus encourageant est que ce sont presque tous des jeunes qui s'y intéressent et cela s'est reflété lors de la foire d'Annalmank. Le développement de la transformation des produits à Madagascar constitue également une grande opportunité pour les agriculteurs malagasy. Plus de 30% des stands de la foire d'Annalmank œuvrent dans la transformation des produits biologiques. La foire qui a débuté vendredi pour se terminer aujourd'hui a été organisée pour rassembler les entrepreneurs et les agriculteurs, faire connaître leurs produits et attirer les investisseurs. Le nombre de touristes venus à Madagascar au cours de ces 8 mois de cette année a doublé par rapport à l'année dernière. Selon les statistiques du ministère du Tourisme, l'affluence a été constatée depuis le mois de juillet. Les détails avec Fanchisen Mireille. 134 393 touristes sont venus à Madagascar de janvier 2023 à août 2023, selon les statistiques du ministère du Tourisme. Ce chiffre a doublé par rapport aux 8 premiers mois de l'année dernière. En effet, en 2022, 51 411 touristes sont venus dans notre pays depuis le mois d'août. Nous sommes encore en pleine haute saison. Ainsi, il est espéré que davantage de touristes viendront encore visiter Madagascar, notamment en cette période d'été. Ce chiffre devrait donc encore augmenter au cours des 4 derniers mois de cette année. Et jusqu'à présent, les destinations les plus choisies par les touristes ne changent pas. Nosy Be détient la première place, ensuite Madingue et Tuamas à la 3e place. Les Européens sont les plus nombreux parmi les touristes qui viennent visiter la grande île.
Le développement est palpable dans la commune d'Ampef au cours de ces 4 dernières années, selon le maire. Nombreuses sont les infrastructures répondant pleinement aux besoins de la population qui ont été construites. Le secteur du tourisme a également beaucoup évolué grâce à ces projets. Les détails toujours avec Fanchesene Mireille. La population de la commune d'Ampef a bénéficié des travaux de développement réalisés par le gouvernement au cours des 4 dernières années. La commune d'Ampef compte environ 27 000 habitants, répartis dans 13 foukontagnes, et le secteur touristique est le moyen de subsistance de la plupart de ses habitants, outre l'agriculture et l'élevage. La réhabilitation des routes menant aux sites touristiques qui font la renommée de cette région ont été achevées, ce qui a favorisé le secteur touristique local, selon le maire de cette ville. Le nombre de visiteurs a doublé grâce à l'achèvement de ces routes. La commune est également engagée dans le monde de digitalisation depuis 2020, facilitant la communication et le fonctionnement de la commune en général. Tous les projets mis en œuvre à Ampef ont répondu aux besoins de la population, selon les informations. Continuons dans la partie sud-est du pays, la Journée internationale des régions, 7e édition qui s'est tenue à Manakar, capitale de la région Fitvnan, s'est achevée hier 16 septembre. Cet événement a été officiellement clôturé par le ministre des Transports et de la Météorologie, Valérie Ramoudzavel, aussi ministre parrain de cette région. La mise en œuvre des projets et la participation des entrepreneurs aux investissements dans cette région sont donc attendues selon les échanges et discussions qui s'est tenue lors de la célébration de la Journée internationale des régions organisée à Manakar. Reportage. Débat, échanges, exposition des produits spécifiques de la région, c'est ce qui s'est passé durant les 3 jours de la célébration de la Journée internationale des régions, ou JIR, qui s'est tenue à Manakar, capitale de la région Fitvnan. Les entrepreneurs et les diasporas malagasy qui ont participé à l'événement ont montré leur volonté et leur conviction pour réaliser ensemble des projets innovants qui répondent aux attentes de la population dans cette localité, telles que la création d'emplois et l'implantation d'entreprises. Ainsi, l'objectif fixé par le ministère des Affaires étrangères de faire connaître les ressources et richesses de chaque région pour apporter du développement est atteint à travers la JIR qui s'est tenue à Manakar. Le député élu à Manakar a déclaré que la réception de cet grand événement représente un énorme avantage pour ce district. Les autorités régionales ont décerné des prix au ministère des Affaires étrangères et à ses partenaires pour le succès des activités menées au sein de la région de Fitvnan. La région Atimotsnan accueillera la 8e édition de la Journée internationale des régions, ou JIR, après cette 7e édition qui s'est tenue à Manakar. Ensuite, le port de Mananzar sera rouvert. Des travaux ont déjà commencé à cet effet, notamment l'ouverture du drain dont l'ensablement a provoqué la fermeture du port. Des ingénieurs se rendront également sur place pour des études sur la réhabilitation, ont indiqué les responsables au sein de l'APMF. Reportage. Le port de Mananzar est fermé depuis de nombreuses années. Le canal menant au port était rempli de sable, ce qui a provoqué sa fermeture. Il avait un projet gouvernemental pour reconstruire et rouvrir ce port. Cela a commencé avec l'ouverture du canal menant au port, un travail commun dirigé par le gouverneur de la région de Vatvav. Des ingénieurs seront également sur place pour mener des enquêtes concernant les travaux à réaliser pour la réouverture du port, qui créera des emplois pour les habitants de Mananzar et réduira ainsi le coût des PPN dans cette région, a déclaré le gouverneur de la région de Vatvav. Des rituels traditionnels précèdent ces travaux de réhabilitation. La Jirama a mis en place une stratégie pour l'approvisionnement en électricité en cette saison sèche. Le réseau interconnecté d'Antananarive est le plus touché car il est une grande partie par la centrale hydroélectrique d'Andekalek. C'est la raison pour laquelle la production des centrales électriques fonctionnant au fioul est intensifiée pendant les périodes de forte demande d'électricité, tandis que les centrales solaires seront utilisées pour fournir de l'électricité pendant la journée selon les explications des responsables au sein de la Jirama. Anna Martina suit les images de Nzar Hadjiansu. Madagascar est actuellement en pleine saison sèche. Selon les techniciens de la Jirama, le niveau de l'eau à Andekalek, Manjak, est déjà en baisse.
La centrale hydroélectrique d'Indékalek, qui assure pourtant 60% de l'approvisionnement en électricité du réseau interconnecté d'Antananarivo, ou RIA. Face à cela, il pourrait y avoir une baisse de production d'électricité. Néanmoins, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures tient à rassurer les usagers de la Jirama que des stratégies sont déjà mises en place pour faire face à cette situation afin d'éviter au maximum les coupures d'électricité. Par ailleurs, l'approvisionnement en carburant de la centrale d'Ambouy-Manamboul doit également être renforcé. Les centrales solaires d'Antirabé et d'Ambatlampi, qui produisent déjà 100% d'électricité, assurant l'approvisionnement en électricité de chaque foyer durant la journée. Passons maintenant aux actualités internationales. La tempête Daniel qui a frappé dans la nuit de dimanche à lundi Derna, une ville de 100 000 habitants, a fait au moins 11 300 morts selon un bilan publié par un organisme de l'ONU. Plus de 10 000 personnes restent toujours portées disparues. Reportage sur les images de France 24. Leur effondrement a été la cause d'une tragédie nationale. Les 2 barrages qui se sont effondrés à Derna ont-ils été négligés ? Cela fait en tout cas l'objet d'une enquête annoncée par le procureur général libyen. L'enquête portera aussi sur les fonds qui ont été versés pour entretenir les 2 barrages et ainsi réduire les dégâts en cas d'inondation et de fortes pluies. Ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête inclura également les autorités locales ainsi que les gouvernements consécutifs soupçonnés de négligence. Dans un rapport publié par le bureau d'audit libyen en 2021, il apparaît que les 2 barrages construits dans les années 70 n'ont pas été entretenus. Et ce, malgré les plus de 2 millions de dollars de fonds alloués à cette fin en 2012 et 2013. À cette époque, la Libye sombrait déjà dans le chaos. Le pays est aujourd'hui divisé avec 2 gouvernements rivaux, l'un basé dans l'ouest à Tripoli, l'autre, qui inclut Derna, dans l'est. Celui-ci est contrôlé par le général Khalifa Haftar. Le procureur général a officiellement compétence sur le pays entier. Les 2 gouvernements ont d'ailleurs demandé une enquête. Beaucoup de Libyens appellent à la solidarité après cette tragédie. Toutes les villes de l'Ouest et du Sud ont répondu aux appels à l'aide de leurs concitoyens de l'Est. Ce qu'il se passe dans le pays depuis 2011 et toutes les divisions qu'il y a eu parmi la population, c'est à cause de nos dirigeants. Nos dirigeants sont injustes, ce sont des voleurs et tout le monde le sait. Malgré la promesse du procureur général de trouver les responsables, d'après certains analystes, l'enquête s'avère compliquée. Elle pourrait incriminer des dirigeants de haut rang, certainement peu disposés à reconnaître leurs responsabilités. Face à cette catastrophe, la mobilisation internationale reste forte. Une équipe de secouristes français construisait dimanche un hôpital de Compiègne. Le point avec France 24. Oui, comme vous voyez derrière moi, toute cette nuit, les équipes de la sécurité sociale déplacées jusqu'à Derna, ils ont amené 40 tonnes de matériel médical pour construire cet hôpital de campagne. Cet hôpital est nécessaire et attendu ici par le maire et les habitants de cette ville sinistrée. Cet hôpital, dans quelques heures, pourra recevoir les premiers blessés, les premières victimes de cette tempête Daniel. Les chiffres filmés parlent d'eux-mêmes. Ici, il y a plus de 11 000 morts et le même chiffre ou même plus de ce chiffre des blessés et des disparus. Cet hôpital est plus que nécessaire et plus qu'attendu ici. C'était une route qui en dit long sur l'ampleur de la catastrophe et les destructions que la tempête Daniel a laissées derrière elle. On voit tout au long de la route les restes de cette destruction. Aussi, j'ai pu échanger avec l'un des gardes de sécurité libyenne qui sécurise la zone et surtout notamment cette zone où il y a l'hôpital de Campagne. Il m'a montré une vidéo qu'il vient de filmer juste de centre-ville. Le centre-ville n'existe plus. Le centre-ville a disparu. Toute une ville, les maisons, les bâtiments et les habitants ont été emportés par la tempête vers la mer. Et on voit sur cette vidéo
c'est une ville rasée complètement, aucun bâtiment n'est début, ce qui explique peut-être l'ampleur et le nombre de victimes qui a causé cette tempête. Et ces derniers jours, des milliers de personnes majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne ont afflué sur la petite île italienne de Lampedusa. Elles y sont prises en charge par des autorités et des ONG débordées et accueillies dans des structures au bord de l'effondrement. France 24. Ils sont des milliers, entassés ici. Femmes et enfants, traités à la même enseigne. Ici, la promiscuité règne, le chaos aussi. Dans l'unique centre d'accueil de Lampedusa, les caméras ne sont pas les bienvenues. Aboubacar Soumaoro est un député italien d'origine ivoirienne. Son statut lui a permis de rentrer. J'ai écouté des témoignages des migrants de l'Afrique subsaharienne. Il y en a d'autres qui ont des signes de machettes sur leur corps, des violences. Il y en a d'autres qui ont été emprisonnés en Tunisie parce qu'ils sont simplement des Noirs. Il y a des femmes qui ont subi des violences. C'est l'apocalypse. Face aux autorités débordées, certains s'échappent. D'autres s'écroulent de fatigue. Plus loin sur la route, des dizaines d'exilés attendent, dans l'espoir de réussir à partir pour rejoindre le continent. Il y a beaucoup de monde. Nous-mêmes, on dort dehors. C'est très sale, c'est très compliqué, on ne peut pas vivre ici. On a été très fatigués. On a fait 4 jours à la mer. On a été perdus. Donc on a essayé de continuer jusqu'à on est arrivé ici. Ailleurs dans l'île, cet afflux record de migrants éveille la méfiance. Ses habitants viennent de bloquer un camion de la Croix-Rouge qui transporte des vivres aux exilés. On n'en veut pas de ces gens ici, ils doivent tous partir. On n'en veut pas de ces clandestins. Plus loin, l'église de Lampedusa, le cœur de la solidarité envers les nouveaux arrivants. Ici, les dons se succèdent. C'est un ensemble pour petites filles. Vu qu'il y a tant d'enfants, je veux aider ces pauvres gens. Ils ont le droit à un peu de dignité. Lampedusa concentre l'immense majorité des arrivées de migrants par voie maritime en Europe, soit près de 100 000 exilés débarqués sur cette île depuis le 1er janvier. Un chiffre destiné à grandir, puisque sur cette île, les arrivées se poursuivent. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.